Bonjour les amis et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 11 au 18 juin 2025, la troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc de la pleine lune au dernier quartier, troisième phase de la pleine lune au dernier quartier. Pour les nouveaux, je me présente Claire Henrion, chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir dans le ciel et savoir ce que vous ne verrez pas. Et dans un deuxième volet de cet almanach, eh bien, je suis aussi astrologue et je mène des commentaires astrologiques avec vous, si vous vous joignez à cet enregistrement en direct. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages et merci aux petits nouveaux de s'abonner. Il n'y a rien de plus réjouissant que de voir cette chaîne grossir lentement, mais sûrement, mode organique. Bon, ça ne dit pas qu'un jour on ne prendra pas une fusée, j'espère, mais je sais que j'ai besoin de progresser et aussi donc d'augmenter le nombre de vues de ce petit bulletin astronomique un peu unique en son genre. Alors, puisque de phase lunaire en phase lunaire, déjà d'entrée, on se reconnecte avec la nature, les phases lunaires. Voilà pourquoi de mois en mois, ça se décale le jour de l'enregistrement. Donc, à partir de la semaine prochaine, l'enregistrement aura lieu le mardi pour un petit mois, et ainsi de suite. Bon, alors c'est parti. Je vais d'abord faire un petit résumé des événements modestes de la semaine, mais qui démarre par une pleine lune qui a la caractéristique d'être la plus basse pleine lune en presque 19 ans, puisqu'elle est à sa latitude et enfin, elle est à sa déclinaison minimale qui est corrélée avec ça, enfin, non, pas corrélée, justement, mais il se trouve que ça tombe en même temps, sa latitude minimale, pratiquement. Donc, cette année, c'était ce moment-là c'est- était le plus précis en janvier. On a eu la plus haute pleine lune pareil, en hiver, la plus haute pleine lune d'une période qui s'étale sur 18,6 ans. Et là, on a la plus basse pleine lune sur 18,6 ans. Alors, ça va pas être forcément facile de la voir dans la nuit du 10 au 11 juin. Donc, on va aller voir ça avec Stellarium tout à l'heure. Je fais un petit résumé, un petit briefing des événements de la semaine. Donc, avant, je partage ma fiche afin que vous voyez avec moi le petit résumé sur cette fiche que vous trouvez et que vous pouvez télécharger dans l'article dont le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, donc vous voyez, le résumé des événements de la semaine est assez court cette fois-ci. Donc, nous partons donc de la pleine lune qui se produit dans le 21e degré du Sagittaire, le soleil étant dans celui des Gémeaux, donc c'est toujours l'opposition lune-soleil, n'est-ce pas? À ce moment-là, la lune est devant la constellation d'Ophiuchus et le soleil celle du Taureau. C'est donc à 9h43 le mercredi 11 juin et à 14h24, elle atteint sa latitude minimale, donc son point le plus bas en dessous de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, puisque le plan de l'orbite de la Lune est incliné de 5 degrés sur celui de l'écliptique, sur celui Terre-Soleil. Donc à ce moment-là, elle est le plus au sud. Donc pour nous dans l'hémisphère nord, ça nous la met encore plus bas que normal et enfin que quand elle est dans le plan de l'écliptique évidemment. Et donc comme en même temps elle atteint sa déclinaison minimale, donc par rapport au plan de l'équateur, c'est ces deux référentiels qui correspondent en ce moment, mais qui voilà qui correspondent selon un cycle de 18,6 ans. Donc maintenant le décalage entre les deux événements va être de plus en plus grand et on assistera à des pleines lunes d'hiver moins hautes et des pleines lunes d'été moins basses, jusqu'à dans 18,6 ans à nouveau. Donc pendant 9 ans, ça va se réduire, puis après ça va re-augmenter. Donc ce qui fait que ça s'appelle le lunistis. Ah oui, je voulais vous montrer absolument cette image du lunistis.
Voilà, c'est les plus grandes hauteurs, enfin, azimuts de lever et de coucher et hauteur de culmination que peut atteindre la Lune. Et donc, on appelle ça les lunistices, un peu comme on parle des solstices, puisque c'est la plus haute déclinaison ou la plus basse déclinaison du Soleil. Bah, lunistique, c'est la plus basse ou la plus haute déclinaison de la Lune et elle peut être de 5 degrés de plus que celle du Soleil. Et c'est le cas actuellement. Petit détail de mécanique céleste, ça mériterait que je vous partage cette image de lunistique de suite qu'on va retrouver dans l'article de la semaine dernière. Donc ici. Et donc je l'ai mis dans l'article. Et c'est en bas, je crois. Donc, puisque vous suivez. Voilà. Dans l'article donc de la semaine dernière, un graphique produit par le LTE, anciennement IMCCE, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, par le grand Patrick Rocher, quand même expert en mécanique céleste. Et donc voilà les déclinaisons extrêmes de la Lune sur 19 ans. Voilà, bon, bah, c'était le cas en 2006, c'est le cas en 2025. Et voyez que 2015, là, au contraire, on avait une faible déclinaison maximale et minimale, donc 18 degrés seulement, au lieu de 28 aujourd'hui, ce qui l'a fait varier bah, de 10 degrés de hauteur dans le ciel si on compare une pleine lune de 2015 et une pleine lune d'aujourd'hui, à la même saison, hein. Voilà. Alors je reprends ma fiche pour la suite des événements. Alors ensuite, la lune, donc elle était dans le signe du Sagittaire, elle entre dans le signe du Capricorne jeudi 12 à 3h54. Je finis d'abord la lune, puis dans le signe du Verseau le samedi 14 à 13h. Elle va donc être conjointe à Pluton le samedi 14 à 19h26, puisque Pluton est actuellement dans le quatrième degré du signe du Verseau. Elle va pas tarder. Non, ça y est, elle est déjà rétrograde, elle recule hein, déjà, Pluton. Depuis le début mai, depuis le 1er mai. Donc c'est donc rien. On verra la Lune, mais on verra pas Pluton, bien sûr. Mais ça permet de deviner à peu près où se trouve Pluton devant la constellation du Capricorne actuellement. Puis lundi 16, la Lune entre dans le signe des Poissons à 20h08. Et puis mercredi 18 à 11h41, elle monte en latitude, donc elle passe à son nœud ascendant. Elle passe donc en latitude écliptique nord. Elle est à ce moment-là dans le 23e degré du signe des Poissons devant la constellation du Verseau. C'est le dernier quartier, mercredi 18 à 21h18, dans le 27e degré du signe des Poissons. Le soleil est toujours dans le signe des Gémeaux. La Lune est alors devant la constellation des Poissons, le Soleil encore celle du Taureau. Et puis juste après le dernier quartier, elle passe aussi en déclinaison nord. Donc par rapport au plan de l'équateur, voyez, vous avez les couleurs dans la fiche qui vous permettent de voir dans quel plan on parle. Donc en marron, c'est dans le plan équatorial. En noir, c'est dans le plan écliptique, ainsi qu'en vert et en rose. En vert, c'est ce qui est visible avec les étoiles entre les corps du système solaire et les étoiles, et en rose, c'est ce qui est visible entre les corps du système solaire entre eux. Et puis, ben, j'ai marqué jeudi 19 parce que c'est à 1h07 en, à notre montre, soit 23h07 le mercredi 18 en temps universel, la Lune entre dans le signe du Bélier. Alors que se passe-t-il donc encore? Nous avons Jupiter qui est entré dans le signe du Cancer la semaine dernière le 9 juin, qui arrive aussi devant la constellation des Gémeaux, donc, elle va y rester jusqu'au 22 juin 2026. Elle fera sa rétrogradation devant la constellation des Gémeaux. Son mouvement va devenir rétrograde. Il est de rétrograde, elle va être conjointe. Non, il sera rétrograde plus tard. Excusez-moi, c'est marqué dans l'article. Des fois, je dis des bêtises. Ensuite, Jupiter qui atteint aussi sa déclinaison maximale. Mais attendez, je vais vérifier par rapport à Jupiter. Voilà, je vous donne les précisions. Elle sera rétrograde du 11 novembre 2025 au 11 mars 2026, du 26e degré du signe du Cancer au 16e degré toujours du signe du Cancer. Donc, elle restera devant la constellation des Gémeaux et donc elle jusqu'au 22 juin 2026. Et donc elle atteint sa déclinaison maximale
C'est elle monte un peu et elle descend, puisque en raison de la rétrogradation, voilà, ça fait varier aussi un petit peu la déclinaison. Donc elle est à 23 degrés 16 minutes nord, donc elle reste dans les limites zodiacales. Son prochain minimum, voilà, elle fait des petites vagues comme ça, ce sera à 21 degrés, plus 21, donc 21 degrés de déclinaison nord. Puis, comme elle descend, elle rentre dans les... Non, elle monte, pardon. Oh, puisqu'elle était au plus bas pour la pleine lune. Elle monte, donc elle rentre dans les limites zodiacales, toujours par rapport au plan équatorial. Donc, ces limites zodiacales qui sont euh, la déclinaison maximale qu'atteint le Soleil au solstice, en l'occurrence là, au solstice de décembre, puisque c'est déclinaison sud. Et oui, non, je dis des bêtises, je suis reparti sur la Lune. On est à Jupiter, Jupiter déclinaison maximale, voilà, pour Jupiter qui est désormais dans le signe de Cancer devant la constellation des Gémeaux. Et pour les autres planètes, alors important d'abord en géocentrique, Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, donc qui va y rester jusqu'au 6 août. Il entrera alors dans le signe de la Balance, son mouvement est direct, donc Mars 0 degré du signe de la Vierge. Elle est dans la constellation du Lion, et comme tout astre proche de l'écliptique, qui entre dans le signe de la Vierge, elle est conjointe à l'étoile Régulus, alpha du Lion, puisque Régulus marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le premier degré du signe de la Vierge. Donc les deux astres tout proches, hein, l'étoile est à 44 minutes au sud de Mars, et donc on peut les voir en début de nuit. Et ces jours-ci, on les voit déjà, et chaque soir, Mars se rapproche de Régulus, et elle se couche vers 1 heure du matin. Voilà, et puis nous avons aussi en héliocentrique, d'abord en géocentrique Mercure, qui atteint sa latitude maximale en géocentrique, donc le samedi 14 à 22h32, donc au plus haut par rapport au plan de l'écliptique. Et en héliocentrique, elle l'a atteinte le 10 juin. Donc c'est toujours 7 degrés en héliocentrique, c'est l'inclinaison de l'orbite de Mercure sur le plan de l'écliptique. Tandis que en géocentrique, bah, ça dépend de l'angle change, et donc ça lui donne une latitude de 2 degrés vue de la Terre au-dessus du plan de l'écliptique. Et donc, je disais, en héliocentrique, eh ben, il se passe aussi Vénus, qui est au plus loin du Soleil, donc à l'aphélie, jeudi 12 à 4h26. Et puis, vendredi 13, le vendredi 13, seul vendredi 13 de l'année 2025, donc le vendredi 13 juin. Et ce jour-là, Mercure entre dans le signe de la Vierge, on va être sage. Donc, ou du moins, on va décortiquer. Alors, à 0h52 à notre monde, donc c'est le 12 en temps universel. À part ça, la Lune est conjointe à l'astéroïde Pallas. Donc que voit-on le 16 juin? Que voit-on au niveau des planètes dans le ciel? Eh bien, le soir, il n'y a plus que Mars, donc qui se rapproche de Régulus et qui est donc conjointe le mardi 17 juin, bien visible dans le ciel du soir s'il est dégagé du côté de l'ouest. Jupiter bah, va être conjointe au Soleil, on ne la voit plus du tout. Ah, on a Mercure dans le ciel du soir, visible à partir de cette semaine jusqu'au début juillet. Elle se couche, franchement, 1 heure et demie presque après le soleil. Ça vaut donc, elle devient visible, son éclat diminue un peu, il est quand même en magnitude négative. Et donc Mercure est visible, on va voir ça, en début de soirée, bien sûr, au-dessus de l'horizon, peut-être avec un instrument. Et puis ensuite, donc, je vous ai parlé de Mars, qui elle est bien visible encore, mais de moins en moins. Jusqu'en juillet, on va pouvoir voir Mars dans le ciel du soir, après ce sera terminé. Et puis, de plus en plus tôt dans la nuit maintenant, se lève Saturne aux alentours de 2h30 cette semaine. Et puis, il y a juste à côté, qui se lève à la même heure, il y a Neptune, mais bon, il faut un instrument. Ben, ça va être observable dans cette semaine, puisque la Lune ne va... Ah ben si, parce que la Lune va s'approcher de Neptune quand même. Et que c'est en fin de nuit, donc notre lune qui se couche de plus en plus tard, et même, oui, qui se couche de plus en plus tard dans la matinée, donc qui se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, qui culmine au milieu de la nuit
Non, oh là là, je dis des bêtises, qui se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, qui culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et qui se couche de plus en plus tard dans la matinée, donc va éclairer un petit peu Neptune. La semaine prochaine, ce sera bien observable, Neptune en toute fin de nuit avant le début de l'aube, bien sûr. Donc Saturne et Neptune, donc on voit bien Saturne et puis on voit Vénus, donc qui elle brille fort et déjà qui se lève nettement plus de 2 heures avant le Soleil, et donc immanquable Vénus, et puis il y a aussi Uranus, mais qui n'est pas encore visible. Et puis bon, il y aura peut-être quelques étoiles filantes. Voilà, c'est pas une grosse saison. Un petit essaim, les lyrides de juin, qui n'est pas très sûr. Peut-être maximum le 16 juin. Donc, que reste-t-il à dire? Ben, que le Jupiter est dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 6 juillet. Elle y rentre le 13 juin. Oui, donc elle va être. Ça veut dire qu'elle se rapproche du Soleil, enfin plutôt, le Soleil se rapproche d'elle. Du point de vue géocentrique, ça se comprend que le Soleil court plus vite que Jupiter. En héliocentrique, d'ailleurs, la Terre court plus vite que Jupiter sur son orbite. Enfin, du moins, fait son tour en moins de temps parce qu'elle est beaucoup plus près du Soleil. Et puis, bon, il y a ces fameux nuages noctiluques qu'on peut observer quand il fait au crépuscule, ces nuages qui brillent très haut dans la stratosphère, qui sont éclairés par le Soleil qui est en dessous. Bon, je dis toujours que ces nuages qui sont là-haut dans la stratosphère, c'est un petit peu nouveau. C'est depuis qu'il y a beaucoup de circulation aérienne. Je rappelle que la stratosphère, c'est la couche d'atmosphère qui commence à 10 000 mètres d'altitude et de 10 000 à 50 000 mètres ou de 10 kilomètres à 50 kilomètres d'altitude, ok? Hein, c'est une des quatre couches de l'atmosphère, c'est la deuxième. La première s'appelle la troposphère, du sol jusqu'à 10 000 mètres ou 10 kilomètres d'altitude. La deuxième, la stratosphère, jusqu'à 50 kilomètres. Ensuite, il y a la mésosphère et la thermosphère. Parce que le mot stratosphère est parfois utilisé vraiment à tort, dans tous les sens, à tort et à travers. Et puis, l'équation de temps qui est nulle le 12 juin à 14 heures, comme chaque année. Ce qui fait qu'à ce jour-là, le midi vrai a bien lieu à l'heure du midi moyen, donc celui de votre méridien. Et donc, pour nous qui sommes situés sur le méridien de Paris, c'est c'est à 13h51, soit 9 minutes avant 14 heures, puisque nous sommes à 9 minutes est du méridien de Greenwich. 9 minutes de temps, soit 2 degrés 15 minutes d'espace. Voilà, alors on va aller sur Stellarium, voir ce qui se passe d'abord pour la pleine lune, et puis un petit peu le ciel de cette troisième phase de la troisième lune d'été, de printemps nord, automne sud. Donc là, j'ai mis un horizon bien dégagé, parce qu'il y a plusieurs choses à voir au-dessus d'un horizon bien dégagé, n'est-ce pas? Eh bien, on va d'abord, alors, on est là le 10, on va regarder la Lune qui se lève, hein. Donc, c'est la nuit de la pleine Lune, du 10 au 11. Vous voyez, donc là, le 10, elle est levée à 22h30, mais elle va se lever. Je vais corriger un petit peu les données, là. Donc, elle se lève à 21h27 pour un soleil qui se couche très peu de temps avant. Elle se lève un petit peu déjà après le coucher du soleil. On va vérifier ça ici, où vous affiche les levées-couchers du soleil. Donc, le 10, voilà, elle se lève à 21h27 pour un soleil qui se couche à 21h36. Oui, elle se lève un tout petit peu avant, une dizaine de minutes avant le coucher du soleil, mais elle n'est pas encore pleine, hein. C'est le lendemain à 9h30 à peu près qu'elle est pleine. Donc, elle est très bas par rapport au plan de l'écliptique que je trace ici. Voilà. Elle est donc en latitude sud quasi maximale. Elle est à côté de l'étoile Antares, à laquelle elle vient d'être conjointe. Le 10, elle est même passée en dessous de l'étoile. Il y a même une occultation d'Antares par la Lune pour certaines régions. Et donc voilà, donc
9 heures, très chouette, si vous pouvez être dans un endroit bien dégagé, et bien, vous observez le coucher du soleil au nord-ouest pratiquement, et le lever de la lune à l'opposé, donc au sud-est, aux environs de 9h, 21h30. Donc on va la suivre dans la nuit, notre pleine lune, on va voir qu'elle va vraiment pas culminer haut. À ma latitude, elle culmine à 16 degrés de hauteur seulement. Donc à Paris, ça va vous la mettre à 11 degrés de hauteur seulement. Donc pour ça, trouver un sommet, le haut d'un immeuble, parce que elle va être vite cachée par toutes sortes de bâtiments. Mais au moins, la Lune, c'est l'avantage, on l'observe même en ville. D'ailleurs, j'en profite, enfin c'est passé, mais on a fait une très chouette manifestation pour On the Moon Again. On a fait 3 soirs de suite un stand d'observation pour tous en pleine ville, à Decazeville. Et il y a eu du monde, malgré un ciel un peu trop bouché les 2 premiers soirs. Et hier soir, dimanche, on a enfin pu en profiter davantage. Il y avait une belle lune. Et malgré les lampadaires qui se teignent à 23 heures, mais Loïc a réussi à nous viser Mars avec son super télescope. Mais c'était pas évident. Et on voit pas grand-chose. Bon, voilà, on va en parler de Mars après. Donc voilà, la Lune culmine la nuit du 10 au 11 juin très bas. La prochaine, vous verrez, elle culminera un petit peu plus haut. Puis après, chaque nouvelle pleine Lune jusqu'au mois de décembre va culminer plus haut. Et puis là, voilà, elle va aller se coucher très vite. Elle se couchera avant le lever du soleil et même pas au sud-ouest. Enfin, si tout juste. Voilà. Ensuite, on va revenir sur le soir. On va aller au soir de ce jour. On va la suivre, tiens. Le lendemain, on va voir qu'elle va mettre un temps. Elle va se lever déjà beaucoup plus tard, le 11 au soir. Donc, il fera déjà pratiquement nuit. Voilà. Elle va se lever à 22h26. Donc, pas loin enfin, bien 50 minutes après le coucher du soleil. Et donc, à partir de là, elle va remonter en latitude et en déclinaison, donc en hauteur dans le ciel, pour nous dans l'hémisphère nord. Oui, ben, parce que pour ceux de l'hémisphère sud, c'est une pleine lune d'hiver et c'est la plus haute pleine lune. Voilà, comme nous, c'est la plus basse dans l'hémisphère nord. Et on va regarder un peu du côté du soir. On va aller à l'ouest, du côté de l'ouest, et on va guetter Mercure. Voilà. Mercure qui se trouve à l'ouest-nord-ouest et dont la visibilité va s'améliorer de jour en jour. Là, c'est encore un petit peu délicat. Elle est assez brillante. Il vous faut des instruments. Il faut un instrument. Alors, vous noterez que déjà, on voit Mars qui s'approche de Régulus. Donc, on va aller de soir en soir. On va voir Mars s'approcher de Régulus et Mercure monter dans le ciel. Donc là, c'est le 11 au soir, 12 au soir. Je vais me centrer sur Mercure. Ah, ben, j'ai fait 1 heure. Non, excusez-moi. 12 au soir. Vous voyez, Mercure est monté un peu. Mars s'est rapproché de Régulus. 13 au soir. 14 au soir, là il est 22h30, vous voyez, il y a encore des lueurs crépusculaires, hein. Le 15 au soir, Mercure de plus en plus haut, Mars de plus en plus proche de Régulus. Le 16 et le 17, jour où Mars est conjointe à Régulus, elle passe légèrement en dessus de l'étoile. Et puis le 18, dernier jour de notre période, jour du dernier quartier, voilà. Et Mercure, donc, qui est relativement aisément visible. En tout cas, c'est une des meilleures périodes euh, de visibilité de Mercure pour cette année, dans le ciel du soir pour cette année 2025. Donc, on va retrouver la Lune à ce moment-là. Dernier quartier, la Lune va se lever au milieu de la nuit. Donc, on va l'attendre un petit peu. On va faire passer le ciel. Je vais gagner, je me mets à 11h30 du soir, hein, parce que qu'il fasse bien nuit. Donc, du côté de l'Est, en début de nuit, maintenant s'élève le grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr. Et puis on va guetter la Lune. Donc on fait le tour du ciel début de nuit. Le Sagittaire, donc qui culmine, le Scorpion, non, qui se lève, pardon. Elle en dit une bêtise. Le Sagittaire qui se lève au sud-est, le Scorpion qui est proche de culminer. Je suis un peu sur l'horizon là, hein. Au-dessus, il y a Ophiuchus. Je fais un petit tour d'horizon du ciel de début de nuit, 23h30, hein.
Donc, vous voyez, 23h30 déjà, bah, il fait noir, mais le lion avec Mars et Régulus, là, s'en va. Avec Régulus et Mars à côté, s'en va. Mon Dieu, je suis déjà le 20 juin. Non, attendez, on va rester au 18, et puis je vais même revenir en arrière pour qu'on suive la Lune qui va se lever de plus en plus tard en première moitié de nuit. Mais là, les étoiles, elles changent pas. Donc, du côté de l'ouest, en début de nuit, le lion, si on va voir au nord-ouest, on voit la grande ours qui descend, qui pique du nez. Au nord, le ciel qui tourne autour de l'étoile polaire. Donc, à gauche, la grande ours qui descend. Tout en bas, Cassiopée qui remonte. Donc, pour voir Cassiopée, il faut avoir un horizon dégagé, hein. On m'a demandé, alors qu'on ne voit pas Cassiopée, non, en début de nuit en ce moment. Faut un horizon dégagé pour voir Cassiopée parce euh, elle est bas sur l'horizon et elle remonte puisque du côté de l'est, ça monte quand on se tourne vers le nord et du côté de l'ouest, ça descend. Et elle est opposée à l'étoile Alcaïde, donc la tête du chariot ou la queue de l'ours, voilà, diamétralement opposée par rapport à l'étoile polaire. Donc côté est, nord-est, on voit s'élever le grand triangle de l'été, Vega Deneb et Altaïr. Et voilà, et au zénith, montons un petit peu là-haut dans le ciel, très haut, eh bien on a le Bouvier. Alors on a Arcturus du Bouvier qui est très haut en début de nuit, qui est au sud-ouest. Donc la constellation du Bouvier qui frôle le zénith. Et je reviens au nord, on va faire tourner la nuit et on va voir ce qui se lève jusqu'au petit matin avec nos planètes du matin. Donc, et puis, ah bah oui, notre lune. Ben, on va... Ah oui, d'abord la lune. Alors, d'abord la lune. D'abord la lune. Donc là, le 11 juin, le 11 juin, elle se lève, on l'a dit, environ 50 minutes après le coucher du soleil. Le 12 juin, ça va, la nuit du 11 au 12, je vais trop vite. Là, nous, ah, c'est agaçant car ça va trop vite. Le 12 juin, elle se lève à 23h17, donc encore plus tard, bien sûr, chaque jour de plus en plus tard. Bon, ce grand écart va diminuer à partir de cette semaine. Le lendemain, le 13, se lève à 23h58, donc je vais prendre une heure. 23h58, on est déjà le 14 en fait. Donc la nuit du 13 au 14, donc vers minuit, la nuit du 14 au 15, elle se lève à minuit et demi. Elle est devant la constellation du Capricorne, je vais prendre une heure de plus. La nuit du 15 au 16, la nuit du 15 au 16, elle se lève à 0h58. La nuit du 16 au 17, elle est devant la constellation du Verseau, elle se lève à 1h20. Allez, je prends une heure de plus. Et elle s'approche de Saturne car voilà, c'est le 19 que la Lune va être conjointe à Saturne. La nuit du 17 au 18, elle se lève à 1h40. Et voilà, et c'est le dernier quartier, donc elle est donc en dernier quartier, pratiquement, puisque le quartier, il est 2h30 là sur mon image, et le quartier est à 9h30, le demi-quartier. Voilà pour la Lune, vous voyez, donc on va guetter maintenant nos planètes dans le ciel du matin. Alors, voilà, quand elle va s'approcher de Neptune, voilà, une heure plus tard, nous avons enfin Saturne qui est levé, Saturne qui se lève donc vers 2h30 du matin, et puis on va prendre une heure de plus, et voilà Vénus. Là, il est 4h30, Vénus se lève vers 4h, voilà, un petit peu avant 4h, et là, elle est devant la constellation du Bélier, bien en dessous des étoiles Amal et Shératan, qui sont les étoiles du Bélier, et Uranus aussi, qu'on ne voit pas encore. Donc, ciel du matin, Vénus et Saturne, je réduis un peu, bien visible à l'œil nu, avec un dernier quartier de lune qui s'en approche le 18 au matin. Eh bien, je pense avoir fait un petit tour du ciel quand même, hein. Donc, voyez Vénus, on a dit, devant le Bélier. Eh bien, je vais vous partager maintenant quelques images et quelques news. Et puis voilà pour ce petit bulletin.
J'arrête ce partage, je récupère mes billes et on y va. Alors, les infos, je vais partager avec vous le petit bulletin d'information, les images d'abord. Les images, ici donc. Donc la Lune, ben, on va d'abord parler d'elle, oui. Donc cette semaine, une fois passé la pleine Lune, on voit le Soleil qui se couche sur la Lune. Donc le 12 au soir, donc juste, on a encore une très grosse Lune, vous voyez. Le Soleil commence tout juste à se coucher, donc du côté ouest de la Lune. Enfin, non, alors il y a l'est et l'ouest, je pense que c'est bien l'est, j'ai peur de confondre. Parce que c'est un petit peu arbitraire, ça a changé d'ailleurs. Et les considérations Est et Ouest, mais maintenant c'est par rapport à elle-même, oui, donc c'est le côté Est de la Lune par rapport à elle-même. Et donc on voit la mer des Crises, le soleil va pas tarder à s'y coucher, et la mer de Smith, qui est une petite formation qui se découvre euh, avec plus ou moins selon les librations. Et à côté de la mer de la fécondité, ici, donc nos trois mers principales, là, qui sont, qui se, ça fait trois taches sombres, la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité et la mer de la fécondité. Il y a le petit cratère La Pérouse qui est visible sous les rayons du soleil couchant. Voilà. C'est pour petit à petit apprendre un peu de géographie lunaire, de sélénographie, donc. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah ben j'en ai qu'une. Attendez. Ah ben je croyais que j'avais deux images de la Lune. Je vous la cherche, je devrais la trouver. Et non, j'ai pas. Donc je vais vous montrer les autres. J'avais, oui, Théophilus, Cyrillus et... Comment? Ah bah si, elle est là. Je sais pas pourquoi. Il me l'a pas prise avec. Donc je vous la montre aussi. Si ça veut bien. Non, pas pour la peindre. Non, pas pour la peindre. Donc je la remets. Voilà. Alors là, c'est le... Ah, décidément, il veut me l'ouvrir avec Paint.net. Bon. C'est pas grave. Donc, nous sommes ici le, je me souviens plus quel jour c'est. C'est le 17. Je commence pas le 17. Attendez, je fais un petit saut ici. C'est le 16, donc vers 6 heures du matin. Le 16 vers 6 heures du matin. Eh bien, le soleil se couche sur le célèbre trio de cratères, Théophilus, Cyrillus et Katharina. Ah oui, je comprends pourquoi je n'ai pas la bonne, la bonne extension de fichier, c'est pour ça. Donc, c'est le moment de repérer ces cratères, ce trio de cratères célèbres, Théophilus, Cyrillus et Katharina, qui est souvent aussi photographié par les astrophotographes, en dessous de la mer de la Tranquillité. Mais quand vous regardez la Lune au télescope, c'est renversé, sauf si vous la regardez dans une lunette, là c'est dans le même sens qu'à l'œil nu, mais si vous regardez au télescope, tout est inversé, donc c'est au bas et droite-gauche. Mais c'est intéressant. Je ferme ici et je vais vous montrer les autres images que j'ai sélectionnées en fonction de l'actualité. Et puis après, il y aura quelques images d'astronomes amateurs que je mettrai dans l'article, mais que j'ai rarement le temps de préparer avant. Donc, il faut aller à l'article de la semaine dernière. Alors, euh, voici une nouvelle petite planète qui a été découverte qui fait 700, qui ferait 700 kilomètres de diamètre, donc un peu moins gros que Cérès ou Cérès qui fait 1000 kilomètres ou Pluton qui fait 1250 comme la Lune à peu près kilomètres de diamètre. Celle-ci en ferait 700 et donc on parle de voilà enfin un truc qui semble être un corps d'une importance d'une petite importance au-delà, enfin une nouvelle petite planète au-delà de Neptune, hein, et on voit ici son orbite. Donc c'est 2017 OF 201 et on voit ici son orbite par rapport au système solaire, enfin aux planètes connues. Donc ici l'orbite la plus externe, celle de Neptune. Vous voyez l'engin. Donc elle s'approche un petit peu de Neptune quand elle est au périhélie, au plus près du Soleil. Là on voit, là c'est quand elle est au-dessus du plan de l'écliptique et là c'est quand elle est en dessous, hein.
Et dans l'image suivante, on voit son orbite tout entière. Alors, je crois qu'elle a une période de 46 000 ans. J'ai regardé ça tout à l'heure. Voilà, on vient de découvrir cet objet, donc avec une petite part de son orbite au-dessus du plan de l'écliptique et tout le reste en dessous. C'est monumental. J'en parle dans l'article. Il y a des liens. Ensuite, ici, la galaxie du sombrero par le télescope spatial James Webb. Et ce qui est très intéressant aussi avec James Webb, c'est que toutes les données collectées, toutes les images collectées, qui remettent tellement de choses en question par rapport au standard qu'on croyait sur l'origine de l'univers, le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années et des galaxies qui auraient dû apparaître beaucoup plus tard. Ce qu'on croyait, voilà, qu'on croyait qu'ils seraient apparus beaucoup plus tard, on pensait jusque-là. Et bien en fait, James Webb nous a révélé qu'il y avait des tas de galaxies dans les âges tout premiers de l'univers, de grosses galaxies, et ça remet énormément de choses en question. Donc les données ayant été collectées, ils mettent ça maintenant à la disposition des amateurs, du public, tous ceux qui veulent bien travailler sur ces données pour essayer de mieux comprendre l'histoire de l'univers. Donc un pas de science citoyenne, chacun peut y participer. Et donc il y a le lien dans l'article. Et puis le Very Large Telescope, le VLT au Chili. Donc il y a un article qui parle des exploits et de ce que permet faire le VLT, parce qu'avec ses quatre grands télescopes principaux et ses quatre petits télescopes annexes, un, 2, 3, 4, qui font que 2 mètres et les autres font 8 mètres, hein, et bien c'est en interférométrie, ça fait un télescope géant, donc qui permet vraiment des grandes prouesses. Voilà. Donc je trouve que c'est une belle vue du VLT sur les plateaux chiliens. Alors j'arrête le partage et je vais vous raconter de vive voix la suite de l'actualité avant que nous nous quittions pour ce bulletin. Alors les news de la semaine, les amis. Alors des histoires d'alunisseurs lunaires d'abord sur la Lune. Alors vous avez su peut-être qu'il y avait une entreprise privée japonaise, eSpace, qui avait relancé pour la deuxième fois une mission et avec un alunisseur. Donc, il devait se poser sur la Lune. Et pour la deuxième fois, eh bien, ça a foiré pour eSpace. L'alunisseur, ils ont perdu le contrôle peu de temps avant le touchdown et ben, il a explosé le truc. Voilà. Mais on peut suivre le direct sur la chaîne Ufotinique, donc il y a toutes les nouvelles. Pendant ce temps-là, les Russes travaillent sur un nouvel alunisseur pour la mission Luna 27. Bon, ce qui sera la, après, la prochaine, c'est Luna 26, qui fera le tour de la Lune. Et la suivante sera Luna 27, qui prévoit donc de se poser sur la Lune. On se souvient que Luna 25, au mois d'août dernier, s'est crashé aussi sur la Lune. Ça n'a pas marché. Mais il retente l'aventure. Ensuite, du côté des Chinois, ben, on en parlait la semaine dernière de Tianwen-2, cette mission qui va explorer d'abord la quasi-lune de la Terre qui s'appelle Kamoa-Voea, un truc comme ça. Et ensuite qui ira explorer une comète, hein. Et donc, il y a un article bien fait sur Ciel et Espace à ce sujet. Puis on reparle du Starship 9, donc qui a explosé les 2 étages qui ont explosé en vol dernière. C'était le 28 mai dernier, ou 27. Mais malgré la perte des 2 étages du vaisseau, il y a eu quelques petits succès que SpaceX a bien enregistrés, puisqu'il y a des choses qu'ils ont fait pour la première fois qu'on marchait, à savoir l'extinction de la propulsion du Starship, qu'on appelle SECO, et donc, une extinction, c'est une coupure qui n'avait pas réussi au vol précédent. Faut savoir que c'est le deuxième modèle de Starship, hein. Il y a des trucs qui ont marché avec le premier modèle, donc jusqu'au vol 6. Et puis le vol 7, c'est le deuxième modèle de Starship, plus élaboré, mais il y a des trucs qui foirent, donc il faut qu'ils mettent ça au point. Donc cette coupure avait échoué au vol 7 et 8, maintenant elle a marché au 9 et aussi que le Super Heavy, donc le booster, s'est retourné pour la première fois dans une direction contrôlée, donc afin de parfaire son retour sur Terre selon une trajectoire la plus économe possible en ergol.
Et donc, pour la première fois, le Super Heavy se retournait dans une direction contrôlée. Ensuite, on parle beaucoup de le futur administrateur de la NASA qui devait être depuis le mois de décembre, Jared Isaacman, un touriste spatial euh, chevronné, hein, et en très bonne relation avec Elon Musk. Bon, ça y est, revirement. Il est donc écarté du poste d'administrateur de la NASA par Donald Trump. Donc, beaucoup d'articles à ce sujet. Et donc, on s'interroge pourquoi. Voilà, il y a pas mal d'analyses. Voilà, peut-être on lui reproche officiellement d'avoir eu d'avoir été soutenu ou d'avoir soutenu les démocrates. Est-ce vraiment cela ou autre chose? Sur ce différend entre Trump et Musk, il y a un article d'ailleurs qui voilà, Trump vs Musk, menace sur les contrôles fédéraux de SpaceX et Tesla. Est-ce est-ce vraiment une querelle ou est-ce une mise en scène? On peut se demander. Donc il y a une certaine analyse quand même un petit peu plus poussée de ce sujet. Donc les grands télescopes terrestres et spatiaux, je viens de vous montrer le VLT. Et donc je vous ai parlé de cette entreprise de mettre à la disposition du public les données du télescope spatial James Webb afin de d'élargir le nombre de chercheurs, en fait, et tous les volontaires sont bienvenus. Et les stations spatiales. Alors, la station spatiale, du coup, avec cette histoire Trump-Musk, la contribution des Américains à la station spatiale semble plonger en flèche. Et il est même question que les vaisseaux Dragon de SpaceX qui l'alimentent soient arrêtés, donc il ne resterait plus que les Spoutnik russes. C'est rigolo. Enfin bon, on est plein de points d'interrogation. Donc, il y a une société privée Action Space, bien connue, qui s'associe de nouveau avec SpaceX pour envoyer 4 astronautes en mission habitée, mardi 10 juin, donc très bientôt, hein, juste la veille de la pleine lune. Et il y a 4 astronautes, dont 3 nouveaux, et dont un de l'ESA et qui est polonais. Voilà, Slash Vosch Uznowski, je ne prononce pas bien. Voilà, donc un vol à suivre certainement chez Ufotinic. Je vous le recommande. Voilà, eh bien j'ai terminé avec ces petites news. Je reviens vers vous. Vous me voyez, mais moi je ne vous voyais plus. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce petit bulletin jusque-là. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour la suite des aventures célestes dans l'almanach des faits célestes. Merci et à bientôt. Portez-vous bien. Bonne pleine lune. J'espère que vous pourrez profiter du spectacle et de tous les spectacles de la semaine. Ciao, ciao.